Alors en fait, on a une manière de travailler qui s'appelle l'intelligence collective, qui fait que d'habitude, on travaille, on propose aux gens de venir et de participer, c'est participatif, et de créer ensemble. Mais encore plus important, on est à l'écoute des habitants, on est à l'écoute des citoyens, et on essaye de se mettre en accord avec ce qui est demandé. Ce soir, on ne fait pas une présentation participative. Ce qui est demandé et ce qui est attendu, c'est surtout de donner des informations. Donc ce soir, contrairement à la plupart des réunions auxquelles certains d'entre vous ont déjà participé, contrairement à toutes ces réunions participatives, ce soir c'est une présentation. Mais on vous donnera la parole aussi pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Alors on va vous expliquer d'abord qui nous sommes et quelle est la raison d'être de ce groupe, qui est un groupe politique. On va vous parler des différents outils qu'on a mis en place avec la participation des habitants durant différentes réunions participatives. Il y a le programme, évidemment, qui est un programme qui a été écrit par les habitants pour les habitants. C'est ce qu'on met là, et c'est un peu notre devise. Il y a ce qu'on appelle la charte, qui est une charte éthique, qui est une charte de bonne gouvernance. Il y a le schéma de gouvernance. Les choses se recoupent un petit peu. Le schéma de gouvernance, c'est comment on pourrait imaginer la gouvernance à l'avenir dans notre commune, à la HUP. Et puis, il y a les candidats, puisque c'est une obligation légale. Nous devons déposer une liste avec des candidats, avec une alternance homme-femme. Donc, on a 12 candidats sur cette liste. Mais il faut savoir, et je vous en parlerai dans la raison d'être, qu'on est bien plus nombreux que ça. Ce n'est pas juste 12 personnes qui travaillent. Et puis après, on vous propose de poser toutes vos questions. Et puis on vous propose un petit drink pour encore en discuter autour d'un verre. Alors, je vais commencer par vous expliquer en fait qui nous sommes et la raison d'être de ce projet. En fait, nous sommes tous des habitants de la HUP. Il y en a qui sont nés ici, il y en a qui sont des habitants depuis quelques années, il y en a depuis très longtemps, il y en a qui sont arrivés il y a un an ou deux. Et nous avons comme point commun d'être des habitants qui sont préoccupés par l'avenir de la commune et qui ont envie de participer à un projet collectif pour l'avenir de la commune. Donc, au départ, ce projet a été lancé sur un appel de quelques écologistes de la HUP. Et ensuite, le groupe s'est formé, tous des habitants et tous des citoyens, avec des convictions différentes. Et le groupe a trouvé son autonomie et a continué à avancer ensemble, de façon cohérente, mais en restant autonome vis-à-vis de tout parti politique. On est actuellement, au jour d'aujourd'hui, un groupe politique. Chacun a ses convictions culturelles, religieuses, politiques. Mais quand on travaille ensemble, on met ses convictions de côté et on apporte sur la table son expertise. Et notre idée, notre volonté, c'est aussi que les habitants de la commune puissent mettre ça pour la gouvernance de la commune. Alors, l'histoire, c'est qu'il y a un an, on a commencé à faire des réunions participatives, animées en intelligence collective. Et ces réunions ont permis de relever les besoins des habitants, de relever les demandes des habitants, les souhaits, les points forts et les points faibles de la commune. Et donc, on s'est dit, le but, ce n'est pas que nous écrivions un programme, mais que le programme soit écrit par les habitants et soit le reflet de ce que les habitants souhaitent. On n'a pas imaginé ça n'importe comment. En fait, on s'est inspiré aussi. On a vu qu'il y avait des modèles qui existent un peu partout dans le monde. Rien qu'en Belgique, on a le petit village de Holm, il y a le petit village de Saillant en France, puis il y a des pays comme la Suisse qui pratique le référendum hebdomadaire, et puis il y a l'Islande, et puis il y a plein d'exemples comme ça, à petite échelle, à grande échelle, qui ont mis en place des choses. Ça ne veut pas dire qu'il existe un modèle qu'on devrait suivre, mais ça veut dire qu'il existe des références et des antécédents, et que analyser ce qui existe peut nous donner la nourriture pour avancer ensemble dans le village. Alors, je tiens aussi à dire qu'on est tous là pour des raisons différentes, on a tous des motivations, et on va vous parler
un jour, aujourd'hui, plus tard, dans des capsules vidéo peut-être, de la raison pour laquelle chacun est là. Mais juste pour illustrer ça, je laisse la parole à Eric qui va lui expliquer pourquoi lui il est là et quelle est sa philosophie à lui. Dans le contexte de notre raison d'être, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je vais vous donner un petit exemple tout simple, j'irai ma vie de tous les jours. Demain matin, je prends l'avion pour Birmingham. C'est une des régions qui a le plus soutenu le Brexit. Donc on leur a promis que tout l'argent qui était versé à l'Europe allait être versé pour les soins de santé, pour le régime social en Angleterre. Donc ils ont adhéré à ce projet. Le lendemain des élections, on leur a dit, mais non, c'est pas possible. Enfin, voilà, vous avez été naïfs pour croire ça. Donc nous, c'est ça aussi un petit peu notre projet, c'est de dire que la démocratie, on la vit tous les jours, et un des aspects de la démocratie, c'est de croire quels sont les politiciens. Nous, ce qu'on préfère, c'est plus de transparence, plus de participation, de manière à ce qu'il n'y ait pas des surprises comme ça. Qu'on ne dise pas, ah tiens, mais on n'en a pas parlé avant, c'est pas possible, pourquoi? Non, ça se passe avant. Donc c'est un petit peu dans ce schéma qu'on voudrait s'intégrer et de dire, voilà, ce que vous voulez, c'est un choix, vous pouvez prendre les choses en main, on a un cadre légal qui le permet, donc on peut y aller. Voilà. Si vous voulez faire partie du voyage, vous pouvez y aller. Voilà, et donc peut-être que la HUP, après le 14 octobre, deviendra un modèle de bonne gouvernance, d'éthique et de transparence. Je vais laisser la place à Bruno, qui va vous parler un petit peu des différents outils qu'on a mis en place, notamment la charte éthique et le schéma de gouvernance. Alors, bien entendu, tous les partis politiques ont une ligne de conduite, tous les partis politiques ont une éthique. La liste des citoyens s'est dotée de deux outils qui sont de véritables garde-fous. Nous avons tous de bonnes idées, de bonnes intentions, mais avec le temps, les choses peuvent changer et du coup, la manière de travailler ou de réfléchir peut changer en fonction du climat, en fonction des pressions, pour dire non plus qu'il y a beaucoup de pressions en général. La liste des citoyens s'est dit nous devons absolument éviter cela, nous devons garder nos idéaux et pour les garder, il n'y a pas meilleure manière que de mettre les choses par écrit et surtout les présenter au public avant le travail. Donc, il serait impossible de tenir une langue de bois en fonction de nos idéaux qui changeraient parce que la conjoncture fait que. Non, maintenant, nous allons vous présenter deux documents, des documents qui sont nos garde-fous sur lesquels nous allons nous appuyer, sur lesquels nous allons pouvoir peut-être interpeller si nous égarions sur le chemin du pouvoir. Alors, deux documents. Le premier document, c'est la charte éthique. Alors, la charte éthique, eh bien, vous allez la voir dès ce soir, elle apparaîtra sur le site internet du parti. Cette charte éthique va reprendre différents points dans lesquels nous nous engageons. Des points majeurs, des points phares. Des points phares peut-être les plus parlants maintenant, ça va être une interdiction de cumul de mandats, ça va être une interdiction d'être élu 2 fois au même poste, par exemple. Ça va être laisser la possibilité aux habitants de décider ce que l'on fait avec l'argent, l'argent de la commune. Il est intéressant de pouvoir laisser les citoyens dire ce qu'ils souhaitent faire. Nous avons donc différents points qui permettent de dire voilà comment la liste des citoyens compte travailler. Nous avons des valeurs fondamentales également. Une des premières valeurs fondamentales, c'est le dialogue. Une autre valeur, c'est la transparence. Et une autre, c'est l'engagement. Alors, ces points sont bien entendu explicités de manière littéraire dans le document. Et vous allez vous dire, mais bien entendu, c'est bien beau, mais comment est-ce que tout ça peut concrètement se mettre en place? Est-ce que vous avez déjà vu un parti politique qui déclare, nous on va travailler sans vous, sans les gens, sans les habitants, ne pas tenir compte de leur avis? Tous les partis annoncent la même chose. Nous allons vous écouter et nous allons travailler pour vous. On dit la même chose. Nous sommes un parti politique aussi. Sauf que par écrit, nous allons installer et vous expliquer comment on va garantir le fait que l'on va travailler en collaboration avec les habitants. Ces outils, on va les retrouver dans le schéma de gouvernance. Alors c'est un mot un petit peu compliqué, un schéma de gouvernance, c'est simplement en fait l'organisation de la gestion. Comment allons-nous gérer la commune au jour le jour? Vous allez élire des conseillers communaux. Ces conseillers communaux sont élus pourquoi? Pour gérer la commune, tout simplement.
Alors, il y a toute une série de compétences qui sont cadenassées par les lois, qui expliquent comment doivent fonctionner les communes, mais il y a toute une grande zone de manœuvre disponible pour le conseil communal pour gérer au jour le jour la commune. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'ici, on va vous proposer des outils, on va vous expliquer comment nous allons gérer la commune au jour le jour. Pour nous, il y a des choses qui doivent changer dans la gestion communale à la UE. Et ces choses doivent changer pour atteindre 4 objectifs. Le premier objectif, nous souhaitons avoir un accès d'information en toute transparence. Que quelqu'un qui souhaite une information puisse l'obtenir rapidement et sans zone d'ombre. Deuxièmement, nous souhaitons favoriser la participation citoyenne. C'est bien beau de faire une réunion de quartier une fois tous les 6 mois, mais quand il n'y a pas de suivi, ou bien quand on a demandé quelque chose et que ça tombe dans les oubliettes, ce n'est pas ça une participation citoyenne. Ça, c'est un entente sur une jambe de bois pour dire on a demandé l'avis aux gens et puis l'avis est posé. Nous allons utiliser des outils pour les écouter constamment. Nous souhaitons également une prise en compte de l'avis de tous les citoyens et pas de certains citoyens. Il arrive que dans des communes, de temps en temps, certaines personnes ont plus de voix que d'autres. On va dire que c'est naturel, mais ici, on va lutter contre cela pour que chacun puisse s'exprimer et être entendu. Et nous devons également nous assurer d'une bonne gouvernance de la commune. La commune doit être gérée en bon père de famille, en écoutant tout le monde. Parce qu'il y a certaines décisions qui de temps en temps sont prises et soi-même on se dit tiens, je n'aurais pas fait ça comme ça, je pense que ce n'est pas le bon moment. Quels sont ces outils pour pouvoir accéder à ces 4 objectifs? Le premier outil, le nom est un petit peu pompeux, c'est la commission participative thématique. Alors le nom est pompeux, mais pourtant il porte toutes les indications nécessaires pour la comprendre. C'est une commission qui va accueillir les habitants et participer sur un thème. Un élu communal est responsable de différentes tâches ou de différentes fonctions. Il peut très bien s'occuper de la mobilité, de la petite enfance, etc. L'élu communal devra se réunir au minimum 2 fois par an, une réunion à laquelle est invité tous les habitants pour parler d'une problématique particulière. Exemple, la mobilité. L'élu communal invite donc tous les habitants à une réunion pour discuter d'une problématique. Des experts peuvent être invités à ce moment-là également pour participer et pour aboutir à une réflexion plus aboutie. Vous allez vous dire, c'est bien beau, inviter tout le monde, comment est-ce que ça peut fonctionner? On s'engage à annoncer les dates de ces réunions via tous les canaux d'information que possède la commune. Le bulletin communal, le site internet de la commune, également le site du parti, afin que chacun ait la possibilité, s'il le souhaite, de participer à une réunion concernant un sujet qui l'intéresse. Ensuite, après la réunion, un procès-verbal bien entendu rédigé, ce procès-verbal doit être renvoyé envers le conseil communal pour que le conseil communal prenne acte de la réflexion, du fruit de la réflexion, des inquiétudes qui a émané de ce groupe de réflexion. Un deuxième outil, le comité de quartier. Allez me dire, les comités de quartier, ça existe déjà. La différence, c'est que dans la liste des citoyens, on propose un comité de quartier par mois. Ça fait 12. On se mettra peut-être en congé un mois d'août, peut-être, pour laisser souffler les gens. Qui animera ces comités de quartier? Pas spécialement un élu de la liste citoyenne. Ça peut être un membre de la liste citoyenne qui n'est pas élu. Il y a beaucoup de membres ici qui nous soutiennent, qui travaillent avec nous, mais qui ne souhaitent pas se présenter aux élections. Ces personnes font une réunion mensuelle pour leur quartier. À quoi servent ces réunions? Il y a à discuter de ce qui s'est dit au conseil communal. Deuxièmement, à écouter l'avis des habitants, les doléances, les souhaits, les craintes. Troisièmement, à préparer le prochain conseil communal, car nous allons être en possession de l'ordre du jour, nous allons pouvoir discuter avec les habitants pour dire mais que souhaitez-vous que la liste des citoyens dise en votre nom au conseil communal. Après cette réunion mensuelle, un procès-verbal est rédigé. Ce procès-verbal est envoyé à l'élu ou aux élus, j'espère, de la liste des citoyens pour que ces derniers défendent le point de vue entendu lors des comités de quartier. Il s'agit bien d'une réunion mensuelle par quartier. Donc ce n'est pas 3-4 réunions sur l'année. Ça en fait beaucoup. Alors il y a également différents outils que nous pouvons utiliser pour aboutir à nos objectifs.
Nous souhaitons par exemple rendre les choses plus transparentes. Comment? Tout simplement en mettant les conseils communaux et les collèges communaux en streaming. Comme ça, tout le monde peut voir en direct la réalité du terrain, les débats, les échanges qui ont eu lieu. Nous souhaitons également développer des outils informatiques d'intelligence collective, c'est-à-dire de permettre à tout le monde de travailler sur des sujets grâce à des outils informatiques qui existent. On ne peut pas regarder en arrière, il faut regarder en avant. Les outils informatiques peuvent être utilisés et être intéressants. Nous voulons également beaucoup de transparence. La transparence, elle doit se faire essentiellement sur demande. Si quelqu'un va à la maison communale, s'il demande un procès verbal d'un conseil communal, il doit le recevoir. Un procès verbal d'un collège, il doit le recevoir. Les documents des comptes communaux, sur demande, on les reçoit. Bien entendu, tous ces documents vont également se retrouver sur le site internet pour ceux qui sont plus à l'aise avec l'informatique et qui souhaitent consulter les procès-verbaux des collèges, des conseils communaux, des comités de quartier, des décisions financières. Tout doit être visible. Bien entendu, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être visibles de par la loi, parce que la loi l'interdit, donc ces choses-là ne sont pas visibles. Tout le reste doit être visible, il ne doit pas y avoir de zone d'ombre. Il y a un dernier outil que nous souhaitons utiliser, c'est la consultation populaire. Alors la consultation populaire, ce n'est pas un référendum, la consultation populaire peut être utilisée en Belgique, elle est déjà, c'est-à-dire que l'on demande pour certains points critiques importants qui vont nécessiter un investissement financier très lourd ou qui pourraient défigurer littéralement le village, c'est demander à la population son avis. Et récolter cet avis et en discuter au conseil communal pour voir si l'avis des gens soutient l'idée émise par le conseil communal. Une consultation populaire pourrait être demandée également par le citoyen. Pas par un citoyen, il y a un cahier des charges à respecter pour pouvoir lancer un conseil populaire, mais c'est une possibilité et voilà quelque chose auquel on tient. Ce ne sont pas des paroles en l'air, tout cela est écrit, ces deux documents, la charte et le schéma de gouvernance seront publiés sur le site et donc nous devrons nous y tenir. On a bien entendu que finalement, dans ce projet, il n'y a pas des élus qui décident dans l'idéal. Dans l'idéal, il y a des élus qui sont au service des habitants. Tristan Rochid, du petit village de Saillant, est venu nous rencontrer, a discuté avec nous. Ce petit village, il est passé dans la démocratie participative pendant quelques mois, d'un coup, et ça fait plusieurs années qu'ils sont dedans. Et il nous a dit que l'élu n'est pas la personne qui décide. L'élu, c'est le représentant. Voilà. Donc, le politique, c'est l'habitant. Et c'est ça qui est intéressant comme point de vue. C'est de renverser un peu les codes. Alors là, je vais laisser la parole à Sarah et à Jessica pour parler du programme qui a été élaboré avec les habitants. Bonsoir à tous. Donc, en fait, ici, vous avez on a repris sur les posters sur lesquels on a travaillé, que les personnes, les citoyens ont pu voter pour sélectionner leurs idées qu'ils considèrent les plus essentielles. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces idées, même si ici on a ressorti 30 idées qui ont récolté le plus de votes, toutes ces idées restent dans un pool et on ne les oublie pas et on va essayer de les mettre en œuvre pendant notre législature, toujours avec la population en fonction des priorités. Donc ici, je vais vous présenter avec Jessica les 30 idées qui ont reçu donc, le plus de voix. Donc on a regroupé les idées en fonction des compétences communales. Donc c'est pour ça que vous allez voir chaque fois un titre avant chacune des idées qui a été sélectionnée. Donc la première idée, c'est assurer une transparence financière dans la gestion communale. Donc c'est un peu ce qu'a expliqué Bruno, c'est de faire en sorte que tous les comptes, tous les documents administratifs soient disponibles sur le site internet de la commune, qu'il ne faille pas à chaque fois faire une demande, se rendre à la maison communale. C'est chaque fois des démarches qui peuvent parfois rendre la démarche plus compliquée. Ensuite, c'est également de mettre en place ce qu'on appelle un budget participatif. Et donc, c'est de permettre
aux citoyens qu'une partie du budget communal, les citoyens peuvent décider ce qu'ils souhaitent, comment ils le souhaitent le dépenser, pour quel type de projet. Et également une transparence pour ce qui est le budget extraordinaire. Donc il y a le budget ordinaire qui permet que nos communes tournent, de payer les salaires des employés. Et puis il y a un budget extraordinaire qui peut permettre de faire certains investissements particuliers. Et donc c'est d'en discuter avec la population et de décider avec la population dans quoi on veut investir, soit de la rénovation des routes, dans une nouvelle école, voilà, différentes possibilités. Et voilà, je laisse la place pour la jeunesse. Et donc pour la jeunesse, nous avons le projet et l'envie surtout de créer une maison des jeunes, voilà, avec un encadrement approprié, afin que tout jeune puisse continuer à s'exprimer, parce que finalement c'est l'avenir de la jeunesse, et aussi soutenir les mouvements de jeunesse tels que les scouts, les lutins, les lousseaux, et ainsi de suite, pour que voilà, ça continue à vivre et surtout pas les mettre de côté. Donc le point suivant, c'est l'enseignement, la petite enfance. Donc l'enseignement, la petite enfance. Donc c'est de proposer des cours de citoyenneté aux enfants, parce qu'on voit aujourd'hui que voilà, qu'il y a énormément de dérives autour dans notre société. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on propose notre projet. Il faut que les enfants apprennent à vivre avec l'autre, à connaître l'autre, à accepter l'autre, et aussi se réapproprient la chose publique. Et donc, voilà, apprennent à savoir s'intéresser à la vie de leur commune. Et donc, ça peut déjà s'apprendre très jeune à l'école. Il y a les modèles suisses où on voit à l'école qu'on parle déjà aux enfants, à leur expliquer qu'est-ce que c'est un référendum, une consultation publique et comment s'intéresser, aller chercher les informations sur Internet pour ne pas accepter l'information telle qu'elle. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut pouvoir... je parle un peu trop. Oui. Oui. Voilà. Voilà, pardon, je me mets de moi. Alors également, donc, sécuriser les abords des écoles, également essayer de mettre en place différents aménagements qui permettent de venir, grâce à des moyens de mobilité douce à l'école, donc en vélo, mais tout ça, il faut évidemment sécuriser. Proposer une alimentation de qualité locale et bio dans les écoles et les crèches. Ouvrir des places d'accueil supplémentaires, car c'est vraiment un problème ici à la Hulpe. Il n'y a pas assez de places dans les crèches communales et certains parents sont renvoyés vers des crèches privées qui ne sont pas toujours, c'est pas toujours faisable ou possible pour eux de payer. Et également de mettre en place des places multi-accueils. Donc ça permet par exemple aux parents qui sont en recherche d'emploi de laisser leurs enfants quelques heures pour aller à un entretien d'embauche. Et finalement de soutenir les associations de parents, car on les considère comme des acteurs essentiels dans la vie d'une école. Ensuite, on va défendre le point information, population et état civil. Alors, le but, c'est vraiment de mettre en place une gouvernance et une charte éthique, comme on en avait parlé. Le schéma décrit sur notre modèle de gouvernance a pour but 4 points, en fait. Assurer l'accès à l'information en toute transparence, ça, on vous l'a déjà dit, vous aussi avoir accès à tout ce que vous voulez quand vous voulez. De favoriser la participation citoyenne, donc on veut votre avis, on veut savoir ce que vous voulez. De garantir la prise en compte de l'avis de tous les citoyens et de permettre une bonne gouvernance de la commune avec votre aide, bien sûr. Donc la charte éthique annonce les principes éthiques qui nous guident et qui balisent notre travail, comme vous pouvez le constater. Alors pour tout ce qui est sport, association, culture, jumelage, donc c'est vraiment de soutenir les associations, mais de manière équivalente, donc pas spécialement soutenir plus, voilà, en fonction de nos affinités, certaines associations plutôt que d'autres. On considère qu'on met toutes les associations sur le même piédestal. Également d'organiser annuellement une fête des associations et des initiatives. Donc ce serait l'idée, ce serait un peu comme il y a Rix en Sarre, Rix en fête, c'est de faire une petite fête avec toutes les associations, toutes les initiatives citoyennes, et que chacun puisse présenter et peut-être recruter des bénévoles, parce que c'est un des gros problèmes des associations. Valoriser notre patrimoine communal, ça peut être le patrimoine environnemental, historique, architectural. On a des bâtiments
architecturaux qui sont parfois un peu laissés à l'abandon. Création d'une maison des arts et de la culture. Et c'est vraiment, là, ça a été fort publicité. Donc il y a vraiment une demande d'avoir un endroit où on puisse organiser des pièces de théâtre, des projections. Garantir que le store soit accessible à tous et créer des liens entre les habitants via diverses activités. Et également préserver des lieux de rencontre pour favoriser les rencontres et les échanges entre citoyens. Aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui manque, c'est des lieux où les citoyens puissent se réunir à des prix abordables. Et donc, ça pourrait être même envisagé avec le point 13, une création d'une maison des arts et culture, avec quelques salles où les citoyens pourraient se réunir. Ensuite, pour la partie administration, conserver une administration efficace, rapide et organisée, dans le sens où, pour l'instant, la commune tourne plus ou moins bien à ce niveau-là. La seule chose qu'on a remarqué, c'est que de temps en temps, parce que vous ne répondez pas aux couleurs actuelles, vous n'avez pas droit à certains documents, donc nous sommes dans un problème de transparence, et donc on veut conserver une administration plus ouverte pour les citoyens. Et au niveau de mobilité, d'abord résoudre les problèmes de mobilité en développant par exemple la mobilité alternative douce. Donc ce serait de mettre en place un système avec des parkings et des navettes gratuites qui vous amèneraient où vous avez besoin pour justement un peu essayer d'évacuer la masse de voitures qu'on a dans le centre et qui pénalise aussi nos commerçants, malgré tout, puisque les gens ne savent pas s'arrêter pour aller dans les commerces de proximité. Résoudre les problèmes de parking dans le centre de la Lune, je viens de le dire, et pour le point 19 sur notre centre de Lune. Donc il y aurait sécuriser les passages pour piétons et améliorer l'éclairage. Certains passages à piétons sont bien éclairés, mais d'autres, ça laisse l'éclairage à désirer. Et également avancer dans le dossier RER. Bien que c'est un dossier qui est au niveau fédéral, je pense qu'on va continuer à vous mettre la pression sur Infrabel. Et je pense qu'il y a certains aménagements, on va arriver, c'est que certains aménagements du RER, il faudrait essayer peut-être de les repenser avec des coûts plus faibles, comme l'ascenseur. Mais si on n'a pas cet ascenseur, alors on est un escalier en attendant, ou une rampe en attendant, mais on ne va pas attendre que l'ascenseur arrive. Et alors reprendre des négociations également avec le gestionnaire du parking, parce qu'aujourd'hui, ce parking il est très cher, mais il n'est pas rempli. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à diminuer le prix et espérer qu'il soit plus utilisé? Et également réinstaurer le comité d'accompagnement RER, qui a disparu sous ces dernières années. Donc il y avait un comité qui était formé par différents citoyens avec Infrabel, il y avait autour de la table Infrabel également et la commune, pour essayer de tenir informée la population de la progression du chantier. Oui. Alors, sécurité police. Accroître la visibilité et la présence policière aux abords des écoles dans les quartiers et dans le centre. Donc en fait, faire en sorte aussi que la Lupoix se sente en sécurité. Nous sommes un village, pour l'instant tout se passe bien. Et justement, de continuer à préserver cette sécurité. Et aussi au niveau des abords des écoles, le matin, quand il y a toutes les voitures, tous les combattants qui vont travailler, pour passer son passage piéton pour aller à l'école communale, c'est un peu compliqué. Donc mettre entre guillemets des policiers qui feraient la circulation comme avant. Alors, tout ce qui est... non, ça c'est toi, celui-là. Solidarité, égalité des chances, CPS, personnes handicapées, troisième âge, cérémonie et travaux. Alors, poursuivre l'aménagement des bâtiments publics, des voiries et des trottoirs de façon à les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap et aux poussettes. Alors, je pense que ça, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, regardez aujourd'hui certains trottoirs à la Hulpe, même pour marcher sans avoir de problème, quel qu'il soit, c'est compliqué. Donc, il y a beaucoup de plaintes aussi au niveau des mamans avec leurs poussettes, leurs maxi-aiguilles et ainsi de suite. Qui ont du mal à se déplacer dans la Hulpe. Et effectivement, les personnes, j'en ai croisé une en montant vers la gare, qui n'ont pas la place avec une chaise roulante électrique pour
voir aller où ils veulent, et ça c'est juste inadmissible. Organiser des activités pour les aînés et créer une maison des seniors pour permettre aux personnes du 3e âge de se rencontrer. Alors, les aînés sont, voilà, il y a un problème africain qui dit quand une personne âgée décède, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc je pense qu'on a énormément à apprendre de nos aînés, c'est hyper important. Et donc permettre aussi à ces gens, enfin, voilà, de se rencontrer, qu'ils puissent continuer à avoir une vie active, qu'ils ne soient pas reclus chez eux. Un système aussi d'aller les chercher pour les amener où ils ont envie, comme ils ont envie. Et soutenir le maintien des aînés à domicile via la mise en place de services d'action et combattre l'isolement des personnes âgées. Donc comme je vous ai dit, vraiment faire en sorte qu'ils soient tout à fait inclus dans la vie lahupoise de tous les jours. Le cimetière, s'assurer que le cimetière soit correctement entretenu. Alors à ce niveau-là, il y a eu beaucoup de reproches comme quoi, en dehors de la fête, voilà, merci. Voilà, en général, c'était laissé vraiment à l'abandon, des problèmes sur les tombes, des problèmes avec les fleurs, des fleurs volées, des tombes, voilà, donc vraiment s'assurer que les cimetières soient vraiment maintenus parfaitement tous les jours de l'année. Alors, le dernier point, c'est un point aussi quand même très très important à la LU, c'est tout ce qui est espace vert, urbanisme, aménagement du territoire. Donc un des premiers points, c'est de mettre en place des aménagements, des logements pour tous, pour toutes les classes sociales, tous les budgets. C'est également encourager une politique de mixité générationnelle des logements. Ensuite, le point suivant, c'est gérer la pression immobilière en préservant l'aspect villageois vert et cadre vie de notre commune. Donc ici, on décrit dans le programme, ce sont des points, des objectifs. Parfois, ça paraît un peu objectif et on ne parle pas de comment on va faire, mais on mettra par la suite sur notre site plus précisément différentes petites les idées qu'on souhaite mettre, les actions qu'on souhaite mettre en place pour atteindre ces objectifs. Donc on ne parle pas non plus dans le vent, parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de partis qui proposent ce type d'objectifs. Également préserver l'école horticole, la restaurer et faire en sorte d'y développer des projets citoyens, tout en soutenant l'académie de musique. On veut également embellir notre commune. Aujourd'hui, on a l'impression parfois que nos ronds-points sont un peu laissés à l'abandon, également nos parterres publics. Il y a également beaucoup de panneaux de signalisation qui sont en excès et également, on peut repenser l'espace public pour qu'il y ait de nouveau une vie au sein de nos espaces publics. Le dernier point, c'est de mettre en œuvre diverses mesures pour aider les commerçants de notre commune, car aujourd'hui, beaucoup de commerces souffrent et ne s'en sortent pas. On voit qu'il y a un turnover important, et donc on pense qu'il faut vraiment essayer de mettre en place de vraies actions pour aider le commerce. Voilà. Alors, au niveau du programme, je suis assez ému parce que je les vois qui défendent ces différents points, 30 points du programme. Mais il faut bien se dire qu'en fait, ça, ce sont les 30 points qui ont été les plus défendus et les plus priorisés par des habitants qui ont participé aux réunions. Donc forcément, là-dedans ne se retrouvent peut-être pas les choses que nous, personnellement, souhaitons défendre, mais c'est exactement, c'est l'exemple type de se mettre au service de la demande de l'habitant et être investi par cette demande-là. Et on sent qu'on peut très bien défendre quelque chose qui a été demandé par les habitants, alors que c'est peut-être pas notre priorité à nous. C'est ça l'idéal de la liste des citoyens. Alors, pour vous dire, parmi les 30 idées les plus prioritaires sur 192 qui ont été construites par les habitants, les 3 principales, celles qui ont été les plus citées le plus souvent, c'était en 1, réduire la pression immobilière pour préserver le cadre de vie du village. En 2, développer la mobilité, et plus particulièrement la mobilité douce, notamment beaucoup de gens qui nous parlaient des vélos et aussi des vélos électriques. Et en 3e point, c'est, comme l'a précisé Sarah, c'est la maison des arts, de la culture, et avoir un espace intergénérationnel dans la commune qui permette de faire des activités. Voilà.
Alors maintenant, on va passer aux candidats, parce que ça c'est quelque chose que tout le monde attend. Alors il faut bien se dire que les candidats ici, les 12 candidats, représentent aussi tout le reste du groupe, parce que nous avons pris l'habitude de travailler et de fonctionner en groupe. Toutes les idées en intelligence collective, alors c'est quoi le principe fondateur de l'intelligence collective? C'est n'importe qui peut proposer une idée et la mettre au centre de la table. Et ensuite, cette idée, on fait un tour de parole ou plusieurs pour voir si elle lève des objections. Si tout le monde est d'accord avec l'idée et si tout le monde trouve que c'est une bonne idée, si tout le monde peut vivre avec ça, alors c'est adopté. S'il y a des objections, il faut traiter les objections les unes après les autres. Et en fait, c'est comme ça qu'on travaille. Donc s'il y a 12 personnes ici qui sont des candidats, et peu importe l'ordre dans lequel on les présenterait, ces 12 personnes sont simplement 12 personnes qui sont prêtes à donner du temps et à prêter main forte aux habitants pour se faire entendre, mais aussi mettre à la disposition de la commune leurs compétences personnelles. Et ce, pour plusieurs mois, plusieurs années. Il n'est pas exclu qu'on travaille en binôme. Ça veut dire que même si on a un qui est élu, c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas un derrière qui travaille avec. Ça veut dire qu'on n'est jamais seul. On a tout un groupe qui travaille derrière. Et c'est pas juste un groupe de 12. C'est un groupe qui est plus étendu parce qu'il y a des gens qui ont envie de participer sur certaines thématiques en particulier. Que chaque candidat ne se présente pas pour lui-même, mais que chaque candidat présente quelqu'un d'autre, et on a tiré au sort qui allait présenter qui. Parce que c'est aussi un des principes, c'est que comme on fonctionne en groupe, ça veut dire qu'on n'est pas là pour présenter un candidat pour lui-même. On ne vous présente pas des personnes, on vous présente un groupe qui est dans un esprit de groupe. Voilà. Donc, je propose, on prend au hasard, Mélodie et Henry. Ils ont été tirés au sort tous les deux. Donc je les laisse se présenter l'un l'autre. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les candidats, tout ça sera repris sur le site internet, sur Facebook, etc. Une présentation précise. Ici, on a juste demandé à chacun de parler de l'autre. Alors, bonsoir à tous. Donc, Mélodie est une jeune femme authentique et dévouée qui plaide fermement pour le droit des femmes et pour la cause animale. Elle est très attachée à sa commune de naissance, qui est également sa commune de cœur, et elle entend défendre avec enthousiasme et vigueur les intérêts de ses concitoyens. Tous ces atouts font d'elle un membre très important pour la communauté de pilotage, mais également une candidate de choix. Alors, on a demandé aussi à chaque candidat de donner son lieu de cœur de la Huppe. Alors, moi, mon lieu préféré à la Huppe, c'est un peu, on va pas dire bateau, mais on va dire c'est un classique. C'est le château de la Huppe, parce que j'adore faire de la photo, et c'est pour moi le lieu idéal pour faire de la photo à la Huppe, parce qu'il y a plein d'endroits différents, il y a la forêt, il y a les prairies, il y a plein d'endroits différents pour faire des photos d'animaux et de choses différentes. Et c'est un parc qui est beau dans toutes les saisons. On peut y aller en automne, en été, en hiver, au printemps, il y a toujours quelque chose à photographier. Donc voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on parle de photo ici? C'est juste bidon. Voilà. Alors, Henrik, que voici. Il aime le sport et les voitures, donc je me permets une petite comparaison. Tel un pilote de course, il va toujours droit au but, précis dans ses mots et ses actions. C'est un optimiste qui essaie toujours de voir le meilleur dans tout et dans tout le monde. Il est attentif aux autres, très important, et parvient à apaiser les tensions quand il y en a. On a besoin de personnes comme lui dans le monde d'aujourd'hui qui est toujours un peu gris, un peu maussade, des gens qui sont positifs, qui sont honnêtes et qui ont la capacité d'écouter les autres. Voilà. Donc en fait, en gros, les différentes images que j'ai voulu présenter, donc ici en bas à gauche c'est la forêt, donc ça en gros c'est un peu mon lieu de prédilection à la Huppe, mais aussi l'importance
l'importance de préserver ces endroits, parce que j'adore aller courir, aller me balader avec mon fils ou seul dans la forêt. L'image du dessus, c'est une image c'est un voyage, d'ailleurs c'est moi sur la photo à gauche. C'était une photo que j'ai fait au Laos, et parce que j'adore le voyage, la découverte, les aventures. Et donc la dernière image en bas à droite, c'est on va dire une grosse des vents, mais plutôt tout seul, parce que justement j'essaie de garder toujours le nord. Et voilà. Alors, Sonia et Brume, voilà. Bruno est originaire de la Huppe depuis 43 ans. Il y habite aussi depuis tout ce temps. Il est très attaché à son village et à son quartier puisqu'il y a passé toute son enfance et sa jeunesse. Et son engagement dans les mouvements de jeunesse, d'abord en tant que louveteau et puis en tant que chef d'unité, lui ont donné le goût d'aider les autres, de se rendre utile, et puis aussi d'apprendre à organiser et à coordonner. Je pense que j'ai pu voir jusqu'à présent qu'il est toujours très structuré, vraiment bien organisé. Il a travaillé pendant plusieurs années en parallèle avec son frère, Roland Font, et puis comme instituteur au Berlaymont. Actuellement, il est directeur au Cardinal Mercier. Donc toujours la structure, l'organisation. Alors, je pense que son engagement dans la liste citoyenne lui vient aussi de son père qui avait créé un parti communal indépendant, de son oncle qui a été mailleur et puis gouverneur. Et je pense que sa loyauté ont fait qu'il s'est dirigé plutôt vers une liste citoyenne. Voilà, ce qu'il veut surtout, c'est préserver son village tel qu'il l'a connu enfant, c'est-à-dire calme, familial, très vert, et préserver son village et notre village à tous de la pression immobilière et de l'agitation des villes et de trop de circulation. Mais il veut aussi pouvoir offrir aux citoyens des services comme une nouvelle crèche, des projets pour les quartiers et valoriser l'école horticole en y installant une maison de la culture. Voilà, je pense que... Les photos, tout simplement, mon travail avec les enfants, je restais pas. Je n'ai jamais sorti de l'école, en fait. Et le lieu de prédilection de chez moi, tout simplement mon quartier, le quartier de la Corne des Messies. Voilà. J'ai grandi, donc j'y suis pas attaché. Alors maintenant, je vais vous présenter Sonia. Sonia, c'est notre commerçante à nous. Sonia, c'est un sourire, c'est un mot gentil. Sonia, c'est du dynamisme. Sonia, c'est de l'investissement. C'est quelqu'un qui croit en ce qu'elle fait, c'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui est franc. Terriblement franche, d'ailleurs. Il ne faut pas lui poser une question en ayant peur de la réponse. Donc voilà, vous pouvez compter sur Sonia. Ça, c'est un trait de caractère numéro 1 de Sonia, certainement, c'est la franchise. Elle dit ce qu'elle pense, si on lui demande, elle répondra, elle ne prendra pas de blanc. Parce que la vérité, pour Sonia, est toujours bonne à dire. Alors Sonia, c'est du dynamisme, c'est beaucoup de dynamisme. Hein. Sonia est une grande sportive, mais ce n'est pas que dans l'aspect physique qu'elle est dynamique, dans l'aspect professionnel également, parce que Sonia a également une double casquette. Elle est paysagiste de formation, elle a travaillé pendant de nombreuses années avec son mari en tant que paysagiste, mais comme elle a beaucoup d'énergie, en même temps, elle a travaillé dans le commerce de son père, c'est-à-dire un commerce d'optique, bien entendu, du côté de Bruxelles. Donc Sonia a de l'énergie à vendre, elle s'est menée tambour battant plusieurs projets. Sonia est d'origine de Bruxelles, elle est venue vers la Huppe, y habiter une vingtaine d'années déjà quand même, pour son côté vert, son côté villageois, son côté calme. Quand elle rentrait de Bruxelles sur la Huppe, elle se dit ça y est, je suis en vacances, je suis dans l'hiver. Alors Sonia maintenant tient sa boutique bien connue en face de l'école communale. Magasin slot, s'il vous plaît, un magasin d'optique comme son papa,
temps plein, s'occuper de ses 2 filles, qui sont maintenant des grandes filles de passer 20 ans. Grâce d'ailleurs à la vie sociale de ses enfants, elle a créé elle-même sa vie sociale en rencontrant toutes les personnes dans les lieux extrascolaires ou les écoles. Et Sonia, depuis sa boutique, voit quand même quelque chose qui tient à cœur, c'est l'impression que l'individualisme gagne, prend le pas. Elle voit des gens de plus en plus pressés, qui courent très vite, qui ne se parlent plus, qui ne s'échangent plus, le trottoir qui se fait grignoter par des bagnoles, parce qu'il faut de plus en plus de place pour les voitures, de moins en moins de place pour les gens. Donc le côté humain disparaît petit à petit. Et ça, Sonia le voit bien, et c'est là-dessus qu'elle aimerait bien agir. C'est là-dessus qu'elle veut faire quelque chose. Elle aimerait bien redonner à nouveau un centre beaucoup plus calme, où les gens peuvent marcher, flâner, discuter, se rencontrer. Ça, c'est un objectif de Sonia, mais ce n'est pas le seul. Parce que comme Sonia est vraiment dynamique, je ne vous le cacherai pas, elle est également très active dans l'association des commerçants, qu'elle a voulu faire bouger, elle a voulu rendre le commerce beaucoup plus dynamique dans le centre, mais évidemment la lenteur ou la lourdeur administrative, ou en tout cas des élus communaux actuels, ont fait que c'était très difficile. Et Sonia s'est dit, un des moyens pour redynamiser un petit peu le commerce dans le centre, c'est peut-être de s'engager dans la vie citoyenne et faire partager son avis, son point de vue et défendre ces 2 aspects-là, rendre un petit peu d'humanité dans le centre et dynamiser un petit peu les commerces. Voilà. Alors moi j'ai pas mis de photo, j'ai pas été disciplinée, mais en fait c'était aussi trop compliqué parce que moi je circule beaucoup à pied dans la rue et donc j'ai pas un quartier de prédilection parce que vraiment je marche partout, je rencontre plein de gens de plein de quartiers, j'ai un chien aussi que je promène un peu partout et donc je rencontre des tas de gens dans tous les quartiers et donc voilà, j'aime vraiment la rue dans son ensemble, quel que soit le quartier, et c'est comme ça aussi que je vois des tas de choses à gauche, à droite qui ne vont pas, qui sont laissées à l'abandon, qui ne sont pas bien entretenues et voilà, donc j'aurais pu mettre des photos de tous les quartiers, ça prenait beaucoup de place, donc voilà. Alors, Henriette, en binôme avec Eric. Alors, Henriette est originaire de Bruxelles, et donc, comme elle a toujours eu beaucoup d'attention pour son cadre de vie, assez naturellement, elle est venue s'installer dans un cadre plus vert, ici à la Hulle. Elle s'est dévouée toute sa carrière à la petite enfance, notamment par son métier d'enseignante primaire. Elle connaît bien la vie dans notre village dans laquelle elle s'est installée il y a 44 ans maintenant, et s'intéresse actuellement en priorité à ce qui peut rapprocher les différentes générations, comme par exemple le projet d'habitat intergénérationnel à Valleyfield. Elle chante également dans une chorale et à l'académie de musique, et par son engagement et sa sincérité, c'est une de nos forces tranquilles, mais rassurez-vous, des plus vives de notre liste. Alors voilà les photos, il y a l'école horticole où je chante, bien sûr. Le jardin de l'école horticole où vous le promenez régulièrement, qui est magnifique parce qu'on a l'impression d'être relié au ciel et d'avoir une vue à 360 degrés. Et puis là, ça c'est au château secret, c'est la terrasse. Et là, j'aime bien aller m'asseoir, prendre un verre et regarder les vaches et les traits du lycée. Voilà, c'est un moment tranquille. Alors Eric est originaire de Rouen et il habite à la Hulle depuis 15 ans. Il est le père de 6 enfants. Avec la même femme. La même Alors la première fois que je l'ai rencontré, il est bien de Réunion, il est venu en moto. Je me suis dit, c'est un moto. Après ça, il est venu à cheval. Bon, c'est pas. C'est pas un cavalier.
Alors il est aussi parachutiste, montagnard, randonnée en montagne, et il est passionné de toutes les technologies et des mécaniques anciennes, des voitures anciennes. Il est expert en gestion de trafic aérien européen, ça c'est son boulot. Puis je me suis dit, mais entre toutes ces passions, quel est le point commun? Eric, il aime tout ce qui avance. Et il aime faire avancer les choses. Et donc j'ai pu observer que Eric avait des convictions et qu'il était prêt à s'engager pour faire avancer les choses et à s'impliquer pour défendre une cause. Cerise sur le gâteau, c'est un homme jovial. Il aime rire. Il a une bonne tête. Alors, pour la photo du village, j'ai pris l'église Saint-Nicolas. Parce que pour moi, c'est d'abord un lieu que j'aime beaucoup, qui est central, donc il est au centre du village. Ce sont des vieilles pierres qui nous appartiennent à tous, qui ont une histoire, ils ont été utilisés il y a des siècles par des gens. J'espère qu'ils seront encore utilisés dans des siècles par d'autres. À l'heure actuelle, c'est un lieu qui marque des gens pour des événements importants, des naissances, des baptêmes, des enterrements, des communions, ou plus simplement des concerts. Il y a de magnifiques œuvres. Donc c'est un très beau lieu qui ne s'impose pas. Il est là, il est intégré simplement dans notre village. Et il est à disposition de tout le monde. Les autres scènes en bas à droite, vous voyez, c'est mon pays d'adoption, puisque j'ai épousé une Espagnole, des îles Baléares. Donc voilà. En fait, on ne voit pas très bien, la photo est assez petite, mais ça représente un petit peu ça. C'est une île où on retrouve aussi des vieilles pierres, liées à la mer, liées à la montagne. Donc voilà, c'est un endroit qu'on apprécie beaucoup, ma femme et moi, et les enfants aussi, bien évidemment. Cavalier, militaire, je suis lieutenant-colonel de réserve à l'armée, chez les paras. C'est dit aussi un petit peu mon goût pour l'effort physique et certains défis parfois un peu difficiles. Et alors, donc, les voitures qui servent un petit peu de relais pour rencontrer des amis, qui font partie de club de vieilles voitures, et voilà, et ça nous occupe, ça nous salit un peu les mains aussi. Voilà, c'est un petit peu par rapport. Alors, Sarah et Jess qui se retrouvent en binôme de nouveau. Voilà, donc Jess, en fait, qui est un tout petit peu plus jeune que moi. Je ne la connaissais pourtant pas du tout. C'est vrai qu'on vient pas du tout on vient de quartiers très différents à la Hume. Et pourtant, on a un parcours, une jeunesse commune. On a toutes les deux été à Notre-Dame, malgré qu'après elle a terminé ses études à Saint-Léon. Moi j'étais encore, peut-être qu'un mois, mais j'étais encore à l'époque, il n'y avait que les filles, elle a connu la mixité. Le début, oui. Et également, Jess a fait du bénévolat à partir de ses 8 ans chez Burt's Bay. J'ai également fait du bénévolat. Je pense que beaucoup d'enfants et d'adultes ont fait du bénévolat là-bas. Donc Jess est entre autres éducatrice canine. Et donc elle s'est lancée dans cette formation surtout parce qu'elle voyait que les chiens qui étaient abandonnés dans les refuges, une des raisons principales c'était parce que c'était des chiens qui avaient été mal éduqués et donc elle souhaitait leur donner une seconde chance et pouvoir espérer qu'ils puissent se faire adopter. Aujourd'hui elle gère une société de services et donc voilà, elle est un sorte de canal entre les entreprises et intermédiaire entre les entreprises et des employés. Alors, ce qu'il faut savoir aussi pour Jess, ce qui lui manque un peu, c'est un peu l'authenticité de notre commune, la commune qu'on a connue jeune, la possibilité de pouvoir se promener dans les champs, d'être rapidement entourée d'animaux. Et donc elle a vraiment envie de pouvoir préserver ce qui reste de l'authenticité de notre village. Elle n'a jamais voulu vraiment se lancer en politique parce qu'elle ne s'y retrouvait pas, elle était même un peu, elle avait plutôt envie de fuir ce milieu-là. Mais ici avec la liste des citoyens, elle a l'impression qu'elle peut vraiment
exprimer ses convictions, essayer de retrouver des personnes qui partagent dans la population ses convictions. Et elle souhaite que la politique soit plus accessible à tous les citoyens, qu'il y ait une transparence, qu'on utilise un langage qui soit simple et une bonne communication dans les messages, qu'on souhaite faire tous les messages qu'on souhaite faire communiquer à la population. Voilà, sinon ce que je peux dire par rapport, moi, depuis que je connais Jess, c'est que je vois que c'est quelqu'un qui est vraiment vrai, sincère, engagé, qui donne énormément d'elle-même. Et je pense que voilà, on peut vraiment lui faire confiance, c'est quelqu'un de vrai et qui, je pense, défendra les valeurs de notre liste jusqu'au bout. Ok. Il y avait très photo, moi je vais passer les Ok. Donc, grosso modo, ce que vous voyez sur les photos, ce sont vraiment les choses importantes dans ma vie. Donc forcément, il y a ma famille, avec mon père, ma mère et mon compagnon. Il y a les chiens, il y a les animaux, les chats. La photo où je suis seule, voilà, c'était au-dessus de l'Etna, en Sicile, et donc je suis passionnée de voyage. J'aime aller à la découverte des gens, de leur culture, de ce qu'ils ont à offrir. Et alors, la forêt, c'est la forêt Agrimarde, forcément, où je prends beaucoup de temps, où je passe beaucoup de temps. Alors, pas vraiment dans les mêmes créneaux que tout le monde, puisque voilà, les horaires sont un peu difficiles. Et c'est un lieu vraiment de ressourcement. Ça me permet d'évacuer le stress accumulé et c'est inspirant aussi. J'y vais avec mes chiens, forcément. Donc, vous avez Mia, qui est un malinois, voilà, que j'ai recueilli maintenant il y a 2 ans et qui est en fait un chien battu. Alors, un malinois battu, ça faisait vraiment une terreur quand elle arrivait chez moi. Et aujourd'hui, quand vous me croisez dans la rue avec elle, vous n'hésitez pas, elle est sociale, il n'y a aucun souci. Donc, c'est une très belle réussite pour moi et surtout une belle revanche pour elle. Voilà, mon père, un homme très important et qui a une grande influence dans ma vie, surtout qui est très inspirant. C'est un marin, il m'a appris à naviguer, c'est lui qui m'a donné l'envie de découvrir le monde et de m'adapter à toute situation. Et mon compagnon, Jérémy, là en bas, qui en fait finalement ressemble énormément à mon père et qui partage ma vie et me soutient forcément en tant qu'indépendante dans une vie qui n'est pas toujours très facile. Et alors mes amis, parce que voilà, les 3 jeunes filles que vous voyez là, je pense que quand on fait de belles rencontres avec des gens, ça peut presque devenir de la famille. Et donc voilà, ce sont des personnes, voilà, vous voyez toute l'importance que ça a. Et alors juste ici, la vue de où je vis, qui est la rue Florian-Lelièvre, donc la fin de mon jardin sur l'Argentine et sur l'étang. Et la rue Florian-Lelièvre, c'est vraiment la base de ma jeunesse, de mon enfance, où effectivement, comme Sarah, je pouvais jouer dans la rue, profiter des champs. Et aujourd'hui, il n'y a plus de champs, il y a des maisons. Mais c'est pas grave parce que les voisins sont très sympathiques et c'est pour ça que nous ne sommes pas fermés à les accueillir. Voilà. Ok. Alors, j'ai la grande chance, parce que c'est une chance de pouvoir présenter Sarah. Du coup, c'est un caractère affirmé, rempli d'acharnement et de conviction. C'est une belle phrase de naissance. Alors pour l'anecdote, parce que ça je l'ai quand même à raconter, je suis désolée, elle m'a expliqué comment ses parents avaient choisi le terrain pour faire construire leur maison d'enfants. Elle avait dit le jour d'ailleurs. Donc ils promenaient le chien, voilà. Et comme on sait bien, les chiens font leurs besoins dans... Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé le terrain pour construire leur maison, tout simplement. Voilà, et donc la maison familiale y est toujours. En même temps, elle a fait ses études en primaire à Notre-Dame, effectivement, ce n'était que des filles à l'époque. Nous avons donc eu la même directrice qui était Madame Dominique, très sympathique personne. Et alors, Sarah a eu comme professeur, moi je ne l'ai pas vu malheureusement, mais Henriette, ici présente. Voilà. Et d'ailleurs, Henriette est toujours là pour veiller au grain. Honnêtement. Et moi, aujourd'hui, je parlerai plutôt de Sarah comme une jolie graine.
vraiment, une très jolie graine et qui est remplie de plein de bonnes choses, de plein de bonne volonté, d'acharnement, de conviction, comme je vous disais. Elle a été élevée par des parents qui étaient déjà précurseurs par rapport pour préserver l'environnement, pour le tri, la sensibilisation à la nature. Ils mettaient des mangeoires pour qu'elle puisse observer les oiseaux, pour éveiller tous ses sens par rapport à ça. D'ailleurs, ils ont réussi à faire placer un être qui est majestueux, pour pas qu'il soit abattu pour des raisons débiles. Voilà. Donc vous voyez que vous comprenez plutôt qu'en fait tout ça c'est inscrit dans ses chairs depuis sa tendre enfance et c'est ça aujourd'hui qu'elle défend. Elle a fait des études pour devenir biologiste. Elle a suivi des cours du soir sur l'environnement pour que sa passion devienne vraiment des plans d'action pour savoir comment agir, pour pouvoir faire. Donc encore là vous voyez qu'il y a de l'engouement et de la volonté. Tout ça lui a aussi été inspiré par un de ses professeurs. Donc Sarah, c'est quelqu'un qui peut s'inspirer des autres. Voilà, parce que ce monsieur travaillait donc au niveau des sciences naturelles, c'est comme ça que lui est venu toutes ses envies. Un de ses premiers objectifs, et ça c'est son côté humain, et c'est pour moi une grande caractéristique de Sarah, et une qualité que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle a un côté humain, malgré, parce qu'on va bien parler de son tempérament, malgré son tempérament affirmé, je veux dire très affirmé, voire très affirmé, on peut l'arrêter là, d'accord. Mais elle a quand même la faculté, et ça c'est assez rare, c'est de pouvoir mettre son ego de côté, pour pouvoir en fait vraiment défendre la cause, une cause, les causes en général, surtout les choses qui lui tiennent à cœur, tel une lionne en fait, c'est vraiment ça. Aujourd'hui son travail consiste à faire un suivi et à prendre en compte les plaintes pour des patients qui subissent, c'est vraiment subir les effets secondaires dus à des prises de médicaments. Là, évidemment, vous pouvez comprendre que dans un milieu pharmaceutique, d'accord, où justement l'humain devrait avoir sa place, mais là de moins en moins, il faut dire ce qui est, mais voilà, elle a encore ce côté où elle arrive à mettre l'humain au centre de ses envies, voilà, elle a beaucoup de compassion. Elle est aussi, il faut le dire, parce que ça on ne va pas passer à côté, fondatrice de l'association La Hutte Environnement, d'accord, et elle ne se cache pas de dire qu'elle a mis ce projet en place, cette association, pour la simple et bonne raison qu'elle voyait bien que la commune ne tenait pas compte des règlements qui étaient mis en place pour préserver la bonne gestion des espaces verts et de préserver tout ça. Du coup, voilà, elle le revendique haut et fort, et je crois que nous la soutenons tous au niveau d'Alice dans ce sens, d'accord. Il faut passer aujourd'hui à une étape supérieure afin de changer les choses, et il s'agit aujourd'hui d'une étape cruciale, et c'est aussi pour ça que la liste citoyenne est née, d'accord. Il n'y a pas eu de réflexion globale, en fait, quant aux aménagements qui ont été faits, et encore moins une vision à long terme de ce que ça pouvait engendrer. Du coup, personnellement, nous le craignons très fort, c'est que ça devienne un mini Bruxelles. Alors, je vais terminer, d'accord, avec ça. Elle aimerait avant tout préserver tout ce que la Hutte a à offrir. Je crois que c'est vraiment Sarah. Je crois que si elle pouvait travailler sur tous les points, elle le ferait, honnêtement, et je pense qu'elle en a les capacités et l'envie et la rage de le faire. Mais voilà, comme je vous ai dit à ce moment-là, il se met son ego de côté, se laisser sa place à chacun. Et je vais terminer en la citant. Notre commune doit pouvoir montrer l'exemple, prendre position sur des sujets épineux afin de défendre les valeurs de notre démocratie. Voilà comment Sarah fait. Je vais décrire une petite photo. Donc ça c'est avec l'association La Hutte Environnement. Donc on nettoie chaque année le marais de l'Est, on ramasse les déchets. Ça fait aussi à partie, par exemple, des projets pour vous qui nous font mal au cœur, parce que chaque année on nettoie et on demande à la commune de mettre en place quelque chose pour empêcher que les dépôts sauvages continuent. Il faudrait que cette zone soit normalement devenue une sorte de petite réserve naturelle, et le dossier avance à une allure. Oui, c'est plus que maintenant l'escargot va plus vite.
Et alors, également, j'aime beaucoup la photographie. Et également, donc, au sein de la société où je travaille, on a développé avec d'autres employés un groupe qu'on appelle Charité. En fait, on essaye d'aider les personnes qui sont en difficulté en faisant des collectes au sein de notre société, en sensibilisant nos collègues. Également, j'ai mis une photo de ma petite fille, Eva, qui est là. Et voilà, qui a une de mes priorités. Et également, bon, je n'ai pas mis ma photo, mais il y a également mon compagnon, Thierry, avec qui je suis depuis quelques temps, qui est suisse et donc qui m'apprend aussi beaucoup, puisque c'est un peu un de nos modèles, la Suisse. Et alors, les deux lieux préférés, j'ai mis aussi l'école horticole, parce que c'est un de nos combats au niveau de l'association et aussi personnel. C'est pour moi un lieu, quand on disait de préserver notre patrimoine, pour moi c'est un des lieux très importants de notre commune et je trouve qu'on devrait vraiment préserver ce site et l'entretenir. Et également le sentier 49 et sa zone humide qui est juste derrière du col. Je crois que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce site et en fait c'est magnifique, on est au centre de la Huppe, on passe derrière la pompe du col et on arrive dans une zone... on est un peu comme au Parc Solvay, on est vraiment au sein en pleine nature et c'est un endroit de recueillement. On va là-bas, on se promène 10 minutes et puis on revient dans la circulation de la Huppoise. Voilà. Quels étaient les sujets explorés? Moi, je le voyais plutôt comme quelqu'un de... oui, scénographe, comme il se décrit lui-même. C'est-à-dire qu'il a dans la tête, justement, d'essayer de, non pas d'écrire le scénario, mais d'essayer d'impliquer tout le monde pour faire que le scénario s'écrive, et que pour tout le monde trouve un peu son rôle. Donc, en plus, comme il est très, comment dire, progressiste en matière, il ne fait pas avancer ses propres idées, mais il essaye de voir vraiment au niveau de l'intelligence collective, qu'est-ce que, comment dire, le plus grand nombre de personnes qui se trouvent autour d'une table ou dans une salle, comment on peut faire justement ressortir l'essence au niveau du groupe. Et c'est pour ça que justement j'étais étonné qu'un architecte, c'est lui qui a ses propres plans et après il a fait convaincre les autres gens, alors que c'est pas du tout ça. Donc en plus, comme moi, il est aussi, comment dire, immigré à la ça fait 8 ans qu'il est ici. Et comme il a aussi, comment dire, un peu une nature de protection de l'environnement, donc il a aussi fondé le groupe Zéro Déchet ici à la Huppe. Je crois qu'il est aussi impliqué pour essayer de faire démarrer le projet de la monnaie locale. Donc, mais ce que je retiens surtout de lui, c'est que faut dire les choses telles qu'elles sont. Tout le monde a contribué à établir la liste citoyenne. Par contre, sans Dimitri, je vois mal qu'on ait plus mettre en place, comment dire, la liste des son propositions et puis on filtrer la somme. Et donc, je vais présenter son endroit. Merci beaucoup. Alors, ben voilà, c'est le petit parc Castaigne qui est juste en face de l'école des Colibris. J'ai 3 enfants qui ont respectivement 7 ans, 5 ans et 3 ans. Ils sont tous les 3 à l'école communale. Et donc, si j'ai choisi cette photo, c'est simplement parce qu'elle représente l'un des endroits où je passe le plus de temps dans ma semaine. C'est le petit parc. Voilà. Et c'est pas seulement pour surveiller mes enfants qui jouent, mais c'est aussi pour faire des rencontres extraordinaires avec plein d'autres gens. Je suis une personne qui est très attachée aux relations humaines. Et c'est important pour moi de pouvoir partager des moments conviviaux. Et en fait, un petit parc avec des jeux et de la verdure, même au cœur de la commune, en plein centre, c'est un lieu où on peut rire et échanger et parler de tout et de rien. Donc pour moi, c'est un endroit vraiment essentiel. C'est le petit parc. Voilà. Alors vous avez peut-être entendu son accent à Jean-Luc.
Jean-Luc, il est luxembourgeois et il a 56 ans, il est ici depuis 18 ans. Ça fait déjà un bail, plus que moi, 10 ans plus que moi ici. Et c'est quelqu'un qui travaille pour la communauté européenne et aussi pour Amnesty International. Il a plusieurs casquettes, mais alors ce qui est à mon avis le plus important à savoir à propos de Jean-Luc, c'est que c'est quelqu'un qui est très intéressé par les modes et les outils de l'intelligence collective, quelque chose qui est déjà mis en application à son travail. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup et il est très à l'écoute. Et en fait, il arrive à mettre en pratique les outils d'intelligence collective dans le sens où il défend les valeurs d'écoute et de prise de parole. Et donc, en réunion, il prend le temps d'écouter l'avis de chacun. On voit que ça tourne dans sa tête. Et puis, quand c'est à son tour de parler, il synthétise son idée. Et c'est quelqu'un d'assez structuré, d'assez méthodique. Pour moi, il est une des preuves qu'il est possible de prendre des décisions collectivement. Voilà. C'est aussi quelqu'un qui est assez passionné par les questions à la huppe de la mobilité et de l'environnement, qui sont a priori deux des grands chevaux de bataille des habitants, deux des grands chevaux de bataille, ça c'est deux des grands chevaux de bataille des habitants. Des photos il y a 2 photos de moi à chaque fois sur le vélo. C'est vrai que j'ai bien fait un des randonnées cyclo, voire même cyclosportif. Parce qu'en fait, ça me permet justement de pouvoir me recentrer et d'aller dans la nature, voir évoluer les choses dans le bon sens comme dans le mauvais sens, parce qu'effectivement, il faut dire que j'avais fait mes randonnées il y a 10-15 ans, en partant de chez moi dans le champ des mottes pour faire les randonnées autour. Relativement rapidement, on se retrouvait en pleine campagne, il n'y avait plus de trafic, enfin, plus ou très peu de trafic, et on pouvait respirer l'air frais. Tandis que là, depuis 5-6 ans, il faut déjà avoir dépassé au-delà de moi, être un peu du côté de Netten, un Grénosso, avant de pouvoir vraiment dire là maintenant, il n'y a plus des voitures tous les 5 mètres, et voilà, encore les oiseaux chanter. Et donc, voilà. Et mon endroit préféré, en fait, j'ai hésité, est-ce que je prends, comment dire, le côté, le sentier 49 qui était déjà évoqué par Sarah, ou alors le domaine Solvay. Et parce que, en fait, j'ai aussi bien me promener de ce côté-là de la rue, alors en tout cas dans la nature, mais évidemment, le domaine Solvay avec le château, ça c'est vraiment un bijou de la Belgique, je peux dire. Et donc, étant donné que du côté du sentier 49, il y a quand même des projets, comment dire, de construction, enfin de réaménagement qui pourraient mal tourner, je me suis dit, bon ben, je vais essayer de rester idéaliste et de dire, je prends le domaine Solvay, parce que là, au moins jusqu'à nouvel ordre, nous sommes des environnements. Alors, je laisse Viviane. Tu présentes Viviane. Je vais préintroduire Viviane. Donc, voilà, Viviane, je l'ai rencontrée grâce aux nombreux projets, à cause des nombreux projets immobiliers prévus derrière la gare. Et donc, c'est une femme de caractère, également de conviction. Je crois qu'on en a quelques-unes sur la liste. Et donc, elle est donc avocate. Elle travaille comme professeure à l'ULB. Et j'ai 2 chiens que je rencontre de temps en temps. Ils viennent courir après ces chiens. Parce qu'ils se sont enfuis. Voilà, je vais lui laisser la parole. Merci Sarah. Moi je remettrai la photo du château de la ville, puisqu'il n'y a pas de photo de moi, ce qui est parfait. D'accord. Celle-là, voilà. C'est vraiment une photo magnifique et je remercie Jean-Luc de l'avoir fait.
Alors, qu'est-ce que je suis? Je ne vais pas parler longtemps. Je sais qu'on n'aime pas parler, entendre les gens parler longtemps. En plus, je suis la dernière. Enfin, je pense. Il reste Sacha. Il reste Sacha. Je pense que d'abord, Sarah m'a contacté plusieurs fois. Je dit c'est impossible. J'ai 3 cours à l'UNIF. Je viens de sortir une session d'examen avec 188 étudiants interrogés. Deuxième session, c'est pas facile. Je corrige des écrits, je dis je travaille à 100% dans mon métier d'avocat, et je dis écoute Sarah, moi j'ai pas le temps, et si je m'engage, je veux le faire à fond. Donc chaque fois je dis c'est pas possible, c'est pas possible. Et quand j'ai vu cette équipe, voilà, moi je trouve que vous devez voter pour eux. D'abord, ce que j'ai vu, c'est d'abord beaucoup de sérieux, des gens intelligents, on en a plus tellement en politique, qui ont le sens de la démocratie, de l'écoute et de l'équité. Et cette charte, moi je la trouve extraordinaire. Et je pense qu'il faut maintenant des gens qui ont des projets, et des projets sérieux, qui vont les mener. Bon, ça c'est eux. Alors je dirais, Sarah, que moi, je ne sais pas si vous vous souvenez du bourgmestre Thierry, à l'UQB, comment il est devenu bourgmestre. Il y avait une grève des gens qui faisaient, je ne sais pas qu'on appelait ça la voirie, mais depuis au moins 4 semaines, ils refusaient de prendre les poubelles parce qu'ils n'étaient pas assez payés. Et donc Thierry, le père de Damien Thierry, a dit on va prendre des camions et nous on va prendre les poubelles des gens et on va aller les porter à la déchetterie. Et donc Thierry est devenu bourgmestre et comme Sarah s'occupe de la lutte l'environnement et de retirer toutes les crasses dans les chemins qu'on jette, peut-être qu'elle pourra être bourgmestre par son action de la pauvreté de. Et ça c'est Sarah. Et donc tous ces gens que j'ai rencontrés. Et donc encore aujourd'hui, je me dis, bon maintenant je vais passer la nuit parce que j'ai un gros dossier à payer demain, mais si je m'engage, je vais le faire à fond. Alors je suis prof, je suis avocat d'abord, et j'ai aussi beaucoup aimé ce que Dimitri disait, c'est que c'est être au service des autres. Alors j'ai été avocat pendant 40 ans, même si j'en parle 18, déjà 40 ans que je suis avocat, c'était parce que j'ai profondément en moi le sens de la justice et que je ne vais pas contre la justice. Déjà à l'école, quand quelqu'un était puni, je veux le faire, et mes filles sont comme ça aussi, on ne veut pas contre la justice, donc j'étais punie parce que j'intervenais. Et donc dans mon métier d'avocat, j'ai toujours essayé de défendre l'injustice, parce que le droit, c'est pas quelque chose de juste, c'est des règles, et qu'il faut aussi dans ces règles mettre de la bonne foi, de l'équité et du juste. Et j'ai donc été pendant 40 ans au service des autres, et je crois que je vais encore être au service des autres. Alors à l'UMP, j'ai les 5 concours, maintenant j'en ai plus que 3, parce que j'ai un fort problème de santé. J'ai été au service de mes étudiants, et la porte de mon bureau est toujours ouverte. Alors, je ne veux pas me vanter, mais j'ai les meilleurs codes pédagogiques à l'UMP, pas parce que je laisse passer les étudiants, parce qu'on dit qu'elle est sévère et juste, mais parce que je suis à l'écoute de l'étudiant. Et que j'ai comme philosophie qu'on peut se tromper, qu'on a toujours droit à une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance, et qu'il faut ne jamais renoncer. Et quand je commence mes cours, je dis, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Cette phrase, c'est « je m'acharne là où les autres renoncent ». Et je pense que quand on a cette philosophie de se dire qu'on s'acharne, eh bien on réussit. On réussit pas par les pots de vin, mais par ses propres qualités intrinsèques. Et donc moi, j'essaye de dire à mes étudiants, surtout, ne renoncez pas, même si vous ratez l'examen, ne vous suicidez pas, parce qu'il y a encore des suicides dans les universités. Et surtout, soyez humbles, parce qu'on n'est jamais rien. Et donc, quand je termine mon cours à la fin de l'année, je dis, rappelez-vous ce que Jean Gabin disait, petit, tu sais, on ne sait jamais rien, parce qu'on n'est jamais rien, et que quand on est humble, que quand on travaille, quand on sait qu'on peut se tromper, mais qu'on est quand même quelqu'un, eh bien, je crois qu'on est quelque chose dans la vie. Et à l'ULB, j'ai encore un an, et je pense que je vais arrêter, parce que j'adore mes étudiants, mais on peut encore travailler 5 ans gratuitement. Regardez. 5 ans, mais je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes. Qu'est-ce que je voulais vous dire en terminant, c'est que si on croit dans l'homme, et si on avance dans l'homme, et si on est juste, eh bien, on a quelque chose. Et donc, c'est que ce que je voudrais faire demain, après avoir travaillé cette nuit, c'est peut-être apprendre la solidarité. Oh, c'est ça que je voulais vous dire. J'essaie de mettre mes étudiants en binôme et de chaque fois de changer de binôme parce qu'on a perdu le sens de la solidarité, on a perdu le sens de la bienveillance, on a perdu le sens de l'aide aux autres. Et quand je vois cette équipe, beaucoup plus
jeunes que moi, et bien dans tous ces gens, il y a ces trois grandes qualités qu'il faut préserver. Donc, votez, pas Emmanuel Macron, mais récoltez et dites aux gens que ce sont des Européens. Et donc Sacha, c'est le petit bonhomme qui tient avec sa maman le magasin un peu plus haut, Convey Bio, qui vend des petites graines et plein de choses bonnes pour la santé. Et il avait envie de s'engager pour l'avenir de la commune, mais il ne savait pas trop s'il avait les aptitudes. Et puis en fait, on lui a dit, mais tu n'as pas plus ou moins les aptitudes que chacun d'entre nous, parce que comme vous avez pu le constater, en fait, nous sommes monsieur et madame tout le monde ici. Et quand on parle des autres et quand on parle de nous-mêmes, on se rend bien compte que n'importe lequel d'entre Sacha, en fait, c'est un garçon ici, a priori jeune, mais qui est très à notre place, qui est très bienveillant. C'est bien ça l'objectif, c'est que la population, qui est très souriant, qui a plein de la bonne humeur aussi à chaque fois qu'on le croise. Moi, j'ai eu l'occasion de le croiser souvent parce qu'il est aussi très impliqué dans le zéro déchet. Et donc, voilà, j'aurais aimé qu'il soit là pour que vous le croisiez, mais à mon avis, vous aurez l'occasion de le croiser souvent. En tout cas, je l'espère beaucoup. Alors voilà, ça c'était les 12 candidats. Ah oui, on peut applaudir ça. Alors ça c'était les 12 candidats. Mais alors, me direz-vous, c'est qui la tête de liste? Alors donc, en fait, dans le groupe, la question s'est posée très longtemps de comment faire pour choisir une tête de liste, puisque nous fonctionnons de manière collective. Et donc finalement, ce qu'on a fait, ce qu'on a décidé, c'est de prendre déjà symboliquement une femme comme tête de liste. Et le choix s'est assez naturellement porté sur Jessica. On a travaillé aussi en intelligence collective, ce qui signifie qu'on a écouté non pas la personne qui aurait voulu se présenter comme tête de liste, et a priori heureusement chez nous il n'y en avait pas, il n'y avait pas de personne qui souhaitait avoir le pouvoir, mais on a plutôt écouté ce que disait chacun en disant bah, moi je pense que la bonne personne pour être un peu le symbole de cette liste c'est un tel ou un tel ou un tel. Voilà, si ça avait été un homme, ça aurait été Bruno. Et c'est pour ça que Bruno est deuxième sur la liste. Alors voici les affiches qu'on va commencer à placarder dans quelques jours dans la commune. On a fait toutes les photos par binôme, un peu au hasard, en mélangeant les numéros pour bien montrer que ici c'est un travail de groupe. Et un groupe ça commence à 2 et ça finit à 7500 puisqu'on est 7500 à l'époque. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. En fait, donc, on s'est aussi également informé que nous allons nous présenter à la province sur la liste indépendante. Donc il y aura il faut encore qu'on finalise ça, mais de savoir qui va se présenter. Donc en fait l'objectif premier, c'est parce que la plupart des subsides que les communes reçoivent viennent des provinces. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il est nécessaire qu'on ait quelqu'un de notre liste qui soit présent sur une liste, donc la liste indépendante, qui est menée par M. Granville, qui est ici présent, que vous pouvez également interroger pendant le tri, qui vous expliquera. Et également parce que, comme vous avez vu, un de nos objectifs, c'est de défendre l'école horticole. Et l'école horticole est gérée par la province. Et donc il est vraiment nécessaire qu'on ait quelqu'un qui puisse se présenter pour pouvoir défendre ce joyau, la victoire. Est-ce que M. Granville peut se présenter? Oui, vite. Voilà, mon nom est Vincent Granville. Alors, de formation, je suis ingénieur commercial de la Software Business School. Donc, je viens également de l'ULB. Je crois que j'ai une collègue, je crois que j'en ai plusieurs. Je suis également conseiller provincial. Il faut bien se dire que c'est il y a 6 ans que j'ai décidé de me lancer parce que je trouvais que dans le pays, les choses ne tournaient pas comme elles devaient tourner. Et donc, il y avait peut-être besoin de faire autre chose. Et je suis devenu conseiller provincial. J'ai été contacté à l'époque un parti qui se créait dans la région en disant je ne viens pas pour défendre nécessairement ce que le parti défendait à Bruxelles, c'était le FDF à l'époque, et j'étais venu avec un programme écrit, un peu de la manière dont on travaille ici, pour dire je veux défendre certaines idées, certaines manières de procéder. Il se fait que j'ai été élu, j'ai veillé à faire une campagne sur ces idées-là, et c'était ce qui était contenu.
et je siège ici comme indépendant dans le conseil, et je remarque qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bonnes personnes, mais il y a des structures qui ne sont pas idéales. Il y a un manque de liberté, un manque finalement de conscience. Il y a le manque de ce que je vois ici dans la liste des citoyens. Et il y a ce manque là, au niveau de la province, au niveau des structures de l'État, au niveau des structures des partis. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'à cette élection-ci, il faut donner la possibilité à tous de pouvoir se présenter dans un esprit de liberté. Donc, indépendant n'est pas un parti comme on l'entend. Indépendant, c'est un hébergement. Je dis bien que je le compare souvent aux hébergements d'entreprises, aux jeunes entreprises qu'on veut faire pousser. Et ces jeunes entreprises, on les héberge dans des centres d'entreprise, dans des incubateurs. L'indépendant, c'est un incubateur destiné à des petits partis. J'ai ici un représentant d'un petit parti qui est le parti libertarien, qui sera aussi sur la liste, donc qui est un parti libéral en fait. C'est une aile du PRL qui s'est séparée quand il y a eu la fusion avec l'AMF. Mais il y a aussi des listes citoyennes. Et la liste citoyenne de la est un des beaux exemples. Il y en a d'autres qui viennent dessus. Il y en a à Sivry-France, il y en a à Braine-l'Alleud, il y en a encore dans la région liégeoise qui viennent, de Charleroi. Donc on a vraiment essayé de recouper, plus également donner la possibilité à des candidats individuels qui n'ont pas envie de faire partie de partis. Donc vous tous, même sans faire partie de parti, vous avez la possibilité de vous présenter en tant qu'indépendant. Et je tiens à dire que ces indépendants représentent quelque chose. J'ai fait le calcul sur le Brabant wallon. Si on regarde les personnes qui ont voté, dans celles qui ont voté blanc et pour les petits partis, c'est la deuxième force politique du Brabant wallon, derrière le MR et devant le PS. Donc on a vraiment là beaucoup de personnes, et de plus en plus, et je vois ici toutes les initiatives citoyennes qui se lancent, ça veut dire qu'il y a un besoin de renouveau dans notre pays. Il y a besoin de plus d'authenticité, plus de sincérité, plus de liste des citoyens, finalement. C'est ça dont il y a besoin, et c'est ça que j'ai voulu prononcer, et je dois dire que je suis vraiment le plus heureux quand je vois des personnes comme la liste des citoyens qui me joignent, parce que c'est ça le niveau de la politique. Et j'espère que la liste des citoyens ici à la Hulle, que d'autres listes, que d'autres personnes auront finalement un soutien populaire qui permettra de faire comprendre à nos politiques que tous ne sont pas mauvais. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes personnes, mais qui sont prises dans les schémas et qui ne sont pas libres. Et qui, malheureusement, ne réagissent pas comme ici. Et j'espère qu'elle aura un grand succès, et toutes les autres auront un grand succès, parce que c'est bien pour nos concitoyens, c'est bien pour notre pays. J'arrête là. Voilà, on va vous donner maintenant, vous avez été très à l'écoute et on vous en remercie vraiment tous. C'était un grand moment pour nous, c'était un moment très important. Je tiens encore à dire que cette liste des citoyens, elle n'existerait pas si on n'y mettait pas beaucoup du nôtre, beaucoup de notre temps, chacun à sa mesure, et aussi un peu de notre argent, puisque nous avons décidé de fonctionner de manière autonome. Donc si parmi vous, il y en a, ou parmi vos amis ou votre famille qui ont envie de nous soutenir aussi, vous pouvez faire un don, parce que ça nous permet d'imprimer des affiches. Ça nous permet de faire connaître le projet encore plus. Mais sinon, si vous voulez vraiment beaucoup nous soutenir, parlez-en autour de vous. Inscrivez-vous sur la mailing list pour recevoir les informations. Cliquez like pour être abonné à notre page Facebook. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous pour que les gens se mettent sur la page Facebook ou dans la liste.